I'm the next criminal mastermind. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le film Artemis Fowl, qui est une production Disney+, donc le système de VOD de Disney, réalisé par Kenneth Branagh, le réalisateur du premier film Thor, et l'acteur qui interprète Gilderoy Lockhart dans le film Harry Potter. L'histoire de Artemis Fowl, adaptée d'un livre, suit le jeune Artemis Fowl, dont le père est un criminel plus ou moins connu, qui vole divers objets particulièrement importants et à grande valeur dans le monde. Et au début du film, son papa disparaît. Pour la plupart des médias, on suppose qu'il est mort, carrément. Mais Artemis va recevoir un contact d'une créature enchantée, du genre de celle dont lui parlait son père depuis son enfance, parce que depuis son enfance, son père lui raconte tout un tas d'histoires du petit peuple, le petit peuple magique, les farfadets, les lutins, etc., qui construisent le folklore irlandais, puisque l'histoire se déroule en Irlande. Et cette créature lui impose de retrouver un artefact qui s'appelle, alors, l'Oculos, l'Anculos, je sais plus exactement, mais enfin c'est un nom quelconque, un objet, un MacGuffin, dont la fonction est assez floue. Apparemment c'est très dangereux et tu pourrais détruire le monde avec, mais tu sais pas exactement ce que ça fait. Tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas quel est le principe. Le problème, c'est que cet artefact est gardé par le petit peuple, notamment les farfadets. Artemis va donc kidnapper l'une des agents farfadets, Holly, pour essayer d'obtenir des informations sur cet objet et le récupérer, afin de récupérer son père, ce qui va évidemment créer des conflits avec le petit peuple, qui lui-même veut essayer de récupérer cet objet. Je vous avoue que j'avais été plutôt satisfait à la fin de mon visionnage du film. Vous l'avez vu, mais je l'attendais déjà depuis quelques temps, ce film, il devait déjà sortir, je l'avais fait dans mes vidéos des films à venir dans l'année. En principe, il devait sortir en salle, et finalement, Disney, là, tranquillement, fait disparaître sur son service de VOD Disney+, parce qu'il croyait plus du tout au truc, en bonne partie parce que les fans du livre ont pas mal gueulé contre, et je dois vous avouer que dans cette situation, je me suis un peu fait avoir par le piège Disney habituel. C'est-à-dire que j'ai trouvé le film plus sombre qu'à l'accoutumée pour Disney, plutôt fun et plutôt divertissant. J'avais repéré quelques problèmes, notamment le fameux MacGuffin qui a tendance à se téléporter dans certaines scènes et tu sais pas trop comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, etc. Et c'est pas par magie, pour le coup. Mais, m'étant renseigné et ayant regardé quelques-unes des critiques qui comparent le film au bouquin, je dois avouer que je comprends totalement les critiques des fans du livre envers le film. Reste que, et je sais qu'en disant ça, je joue dans l'agenda de Disney, mais reste que, pour un spectateur lambda qui n'a jamais entendu parler d'Artemis Fowl, je pense que ça peut être un bon divertissement et que c'est plutôt cool et que ça peut être un bon film pour enfants notamment. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Mais les fans ont tout à fait raison. Sur certains points, pas tous. L'un des points sur lesquels je trouve qu'ils n'ont pas raison, c'est l'univers. Parce que j'ai entendu beaucoup de critiques qui disaient, en gros, tout le film se déroule dans la maison d'Artemis Fowl et on n'en sort jamais, et du coup, c'est pas très intéressant et pas grand chose à voir, etc., etc. Je trouve que c'est quand même se bloquer beaucoup, notamment par rapport au décor réel, parce qu'il y a énormément d'environnements dans ce film, et justement, c'est le commentaire que je m'étais fait en sortant du truc, c'est je m'étais dit, putain, il y a beaucoup d'environnements, ils sont tous vachement riches, et ils sont tous vachement intéressants. On a la prison dans une ancienne station de forage pétrolier au tout début, parce qu'il y a, par rapport au récit qui encadre le récit lui-même, il y a une narration qui encadre le récit, qui est faite par un personnage joué par Josh Gad, qui joue un nain dans le film, un nain géant, qui est dans une prison au début du film, pour raconter, et qui raconte son histoire. On a le monde du petit peuple qui vit en dessous de la Terre et qui a évolué en même temps que les humains évoluaient en surface, mais avec leur magie en plus, ce qui fait qu'ils avaient un léger avantage et qu'ils ont un monde, un univers technologique vachement plus développé que nous, ce qui fait qu'en fait on a de la fantasy qui a évolué vers la science-fiction. C'est-à-dire que du coup, les créatures qui peuvent pas voler, on a développé des voitures volantes, des hélicoptères pour eux, etc. Et du coup, on a un univers qui mélange des forêts verdoyantes et avec des plantes qui font de la lumière, parce que du coup c'est sous la terre, donc il n'y a pas de lumière de base, donc ils ont fait des plantes qui produisaient beaucoup de lumière, etc. Et un univers extrêmement sci-fi avec des villes futuristes, avec des voitures volantes, avec des buildings énormes, etc. Et en plus, ça a l'air d'être un monde extrêmement vaste, c'est-à-dire qu'on voit clairement qu'il y a plusieurs villes, il y a plusieurs environnements différents, etc.
Et quand nous on y est, on se déplace dans plusieurs environnements. On a les grandes plaines où il y a des trucs qui volent. On a l'endroit où bosse Holly et donc le centre des flics, les Procon, des flics farfadets. On a des prisons, on a des environnements qui sont plus particuliers, qui sont plus seulement dans certains dialogues, qui sont un peu cachés. Mais enfin, on a quand même pas mal d'environnements, quoi. Y compris les environnements réels de l'Irlande. Réels, entre guillemets, parce que les 3/4 des plans sont en image de synthèse. Mais justement, je trouve que les effets spéciaux sont au niveau. Et que, honnêtement, faut s'y connaître en effets spéciaux pour sentir que ces plans sur la maison de Artemis Fowl, par exemple, qui n'existe pas. La maison a dû être construite en studio quelque part, mais la maison sur une falaise, avec le plan large qui nous est fait dans le film, etc., ça n'existe pas. Tout ça, c'est entièrement numérique. J'en suis sûr et certain. Et pourtant, c'est des très très bons effets spéciaux, mais on voit du coup d'autres environnements, notamment ceux de l'Irlande, et même s'ils sont pas représentés de façon réelle, on le sent pas, quoi. Il y a un truc qui est plus ou moins réel, c'est que Artemis Fowl, parce que c'est un jeune cool, fait du surf. En Irlande. Je sais pas si l'Irlande est un vrai spot de surf. Je me dis, il y a du vent, et des grosses vagues du coup a priori, mais il y a aussi des gros récifs, donc ça me paraît très dangereux de faire du surf en Irlande. Mais Artemis Fowl fait du surf en Irlande. Là, du coup, ça nous fait un truc qui nous propose un environnement réel en plus, et ce à quoi j'essaie de venir, c'est le film n'est pas un huis clos dans la maison d'Artemis Fowl. C'est là que la critique m'a énervé, en fait. T'as l'impression que les mecs te disent tout le film se passe dans la maison d'Artemis Fowl. Mec, enfin, il y a même pas la moitié des scènes du film qui se déroulent là-bas, quoi. Et je veux dire, même quand on est dans la maison de Artemis Fowl, on n'est pas toujours dans la même pièce. On est dans des environnements qui sont différents à chaque fois. Il se passe des trucs différents à chaque fois. Certaines pièces sont vachement impressionnantes, et notamment à un moment du film, certaines pièces commencent à être détruites, et pas uniquement en effets spéciaux numériques. Tu sens vraiment qu'il y a de la vraie destruction de décors, et qu'il y a des vrais objets qui ont éclaté, etc., et qu'il y a des vrais trucs qui sont filmés. Mais donc non, tout ne se résume pas à la maison d'Artemis Fowl, même si c'est le nexus de toute l'histoire, etc. Tout finit par se connecter dans la maison d'Artemis, et tout finit par s'y relier, et tout le monde finit par s'y retrouver un moment ou à un autre. Mais il n'y a pas que ça dans le film, quoi. Au contraire, je trouve que l'univers est vachement vaste, et vachement riche, et vachement intéressant. Il est en plus vachement coloré, vachement sympa. Notamment tout le monde du petit peuple. Il y a beaucoup de lumière bleue et verte. Le vert tout seul peut être un peu anxiogène des fois, quand il représente pas purement la nature. Du coup, l'associé à du bleu, qui est une couleur qui est presque complémentaire, ça le rend du coup beaucoup plus soft, beaucoup plus agréable, beaucoup plus zen. C'est pas un vert trop froid non plus, c'est un vert qui est un peu plus chaud. Donc du coup, les deux couleurs se mélangent régulièrement. Il y a souvent des personnages qui ont une silhouette d'un côté éclairée en vert et de l'autre côté éclairée en bleu, etc. Et ça aide du coup à rendre cet environnement vachement intéressant et vachement sympa. Donc je trouvais que c'était un peu faire l'impasse sur tous les environnements. Il y a eu un effort incommensurable de fait pour qu'à chaque fois, un environnement inclue une petite ouverture pour ouvrir le monde. Il y a une salle, je crois, où Judi Dench, qui est la chef des Farfadets, j'y reviendrai à ça, fait un discours à ses troupes, et derrière elle, t'as une fenêtre avec la ville, et tu vois des véhicules qui sont en train de bouger de partout. C'est juste en flou dans le fond, mais tu vois que ce monde est riche, tu vois que ce monde est vivant, et à chaque décor, on essaie de te montrer que le monde s'ouvre ailleurs, et est vivant, et est ouvert sur autre chose. Donc je trouve que c'était un peu ingrat de dire que le film était vraiment enfermé chez Artemis, même si encore une fois beaucoup des plans extérieurs sont numériques. Mais ça permet aussi de faire des plans qui sont intéressants et lourds de sens. Par exemple, il y a une narration au début du film, quand on voit Artemis en train de faire du surf par exemple, on nous dit oui, Artemis aimait beaucoup l'Irlande, etc. Et donc du coup t'as un grand plan sur la mer, le récif, la falaise et les vertes plaines d'Irlande. Et il rajoute ensuite, sauf l'école. Et à ce moment-là, la caméra qui était déjà dans un travelling circulaire, un travelling circulaire et vertical en plus, un travelling horizontal et vertical et circulaire. C'est un plan aérien, un hélico qui tourne autour d'un truc, quoi. Voilà, c'est plus simple à dire. Il y a un hélico qui tourne autour d'un point. Et ça fait du coup un travelling vertical, horizontal et circulaire. Et donc, ce plan révèle exactement au moment où la narration en parle, l'école de Artemis qui était cachée dans une petite crevasse, dans une petite faille à l'intérieur de la falaise et de la côte. Et donc du coup, ça le révèle comme ça grâce à ce truc. Et on aurait pu le faire qu'avec un plan numérique, parce que ou alors faut trouver vraiment le bon truc, faut faire les bons repérages, faut avoir le bon décor qui peut être révélé comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écoles qui soient d'ailleurs construites à flanc de falaise aussi proche de la mer en Irlande quelque part. Mais bon, je suis pas d'accord pour dire que l'univers est limité à la maison d'Artemis Fowl, est pas intéressant. Il est vachement intéressant, il est vachement impressionnant aussi, notamment grâce aux effets spéciaux, donc. Et un des trucs qu'ils ont rendu vachement intéressant d'ailleurs dans cet univers, enfin vachement intéressant et impressionnant, c'est les bulles temporelles. Tu comprends pas trop comment le truc fonctionne, tu dis,
Sur le principe, si vous me parlez du concept d'une bulle temporelle, je vois l'idée que ça stoppe tout ce qui est humain et pas le reste. Et du coup, les créatures magiques peuvent s'affronter entre les humains, et les humains ne sont pas touchés parce qu'ils sont figés dans le temps, donc tu peux absolument pas les toucher, tu peux pas les atteindre parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec le reste des trucs pour lesquels le temps continue à avancer. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans le film, et honnêtement dans le film j'ai pas l'impression, enfin je comprends pas trop comment ça fonctionne, et j'arrive pas à comprendre en quoi ça les protège d'être vus par les humains ou un truc dans ce genre-là, et si ça les protège d'être vus par les humains, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent dans la maison d'Artemis Fowl, qui est isolée quelque part sur la falaise irlandaise. Il y a pas une ville autour, il y a pas un truc, il y a rien du tout, mais il faut foutre une barrière autour de chez Artemis Fowl. Je sais pas, c'est bizarre. En plus, Artemis Fowl connaît le petit peuple, justement. C'est un peu particulier, effectivement, il y a des moments où tu peux trouver des trucs qui font que ça fonctionne pas trop. Honnêtement, ça marche quand même plutôt pas mal pour que ça essaye de te montrer. Et quand on commence justement à déstabiliser la bulle et que pour le coup elle fait des choses qu'elle n'est pas censée faire, ça fait des trucs qui sont plutôt créatifs, je trouve, et qui sont plutôt intéressants. Ce qui mène aussi à cette étrange coupe scénaristique par rapport au MacGuffin. Je vais vous en parler maintenant peut-être, mais le MacGuffin est censé avoir été avalé par le nain, et le nain est pris par un truc de la bulle temporelle, et d'un seul coup tu cut, tu reviens à Artemis Fowl, et Artemis Fowl a le MacGuffin dans les mains. Et tu fais, attends, quoi? Il était censé être dans le nain? Comment c'est toi qui l'as? Quel est le... Et je sais pas s'ils essaient d'expliquer ça avec la bulle temporelle, justement, genre, il était pris dans la bulle temporelle, du coup, ben il a été retiré de la temporalité, un peu dans le passé, il a été effacé du temps dans cet endroit-là, et du coup, il a jamais pu avoir l'œuf dans les mains, etc. Oui, mais alors du coup, il aurait jamais pu ouvrir le coffre non plus, et donc, on pourra pas avoir sorti l'œuf, et... Quoi? Comment ce truc fonctionne? Mais reste que je trouve que ça marche vachement bien, que ça fait un univers qui est vachement intéressant et vachement créatif, et je trouve vachement sympa à découvrir, notamment pour un jeune enfant, par exemple, ou pour un jeune public. Je trouve aussi que l'humour, pour le coup, marche super bien. Alors j'ai vite fait évoquer les trucs, mais on a le nain géant joué par Josh Gad, je me souviens plus de son nom. J'aime beaucoup la façon qu'il a de creuser des tunnels. Je m'y attendais pas du tout, surtout pas dans un film Disney, vous voyez. Et moi, ça m'a beaucoup fait marrer. Ça a pas du tout fait rire là, beaucoup d'Américains qui ont presque été choqués par le truc. C'est vraiment des petites natures. Mais moi, je trouve que c'était vraiment marrant, et quelque part, c'est même réaliste, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a fait vraiment mourir de rire pendant tout le truc, c'est Judi Dench, en chef des flics farfadets. C'est extraordinaire, parce que Judi Dench, grosso modo, son personnage a fumé 12 paquets de clopes par jour depuis qu'elle a 8 ans. Et je crois qu'elle en a 800 et quelques dans le film. Elle te joue le personnage comme si elle était dans un film de Guy Ritchie. Elle a une espèce de voix rauque absolument ouf. Elle est constamment désabusée, et tout la fait chier. Elle a tout le temps envie de hurler. Et je trouve que ça lui colle parfaitement bien. J'adore voir Judi Dench en train de jouer un personnage comme ça. Et personnellement, ça m'a fait mourir de rire quand tu la vois qui arrive sur une plage. T'as la porte du vaisseau qui s'ouvre, elle arrive avec les bras derrière le dos, et elle te fait Top of the Morning. Avec sa grosse voix bien rocailleuse, Top of the Morning, ça veut dire bonjour. Donc entre ça et les autres blagues qui sont disséminées un peu partout dans le film, honnêtement, j'ai plutôt bien rigolé. Je trouve que c'est plutôt pas mal et plutôt bien écrit. J'aime bien l'humour. Ce qui n'empêche pas un ton assez sombre, et plus sombre que la plupart des films Disney habituels. Les parents morts ne sont pas rares, notamment les mères, et Artemis Fowl a perdu sa mère, ce qui n'est pas censé être le cas dans le bouquin. Si vous voulez une explication d'ailleurs, pourquoi est-ce que Disney a ce gimmick, ce cliché de toujours faire mourir les mères dans ses dessins animés, je crois pas que je l'ai déjà expliqué. C'est parce que c'est la mère est la chose la plus importante pour un enfant. Le père, tu perds le père, ça peut être grave évidemment, et la plupart des enfants vont très mal le vivre. Mais la mère, c'est le lien ultra symbolique, c'est tu viens d'elle, tu as été produit par son corps, t'es censé avoir un lien très particulier avec ta mère, et du coup, perdre ta mère, en principe, ou perdre tes parents en général, mais perdre ta mère, en principe, c'est la pire chose que puisse imaginer un enfant. Un des premiers trucs qui fait peur aux enfants, c'est quoi? Papa, maman, vous allez mourir un jour, ou maman, tu vas mourir un jour, etc. C'est quand ils développent la peur de la mort. Ou quand ils apprennent la mort, ils sont pas forcés de développer une peur, mais s'ils la développent, ça arrive régulièrement. C'est pour ça qu'on a ce cliché chez Disney. Au bout d'un moment, ça devient un peu trop récurrent, on pourrait peut-être faire découvrir autre chose comme peur et comme machin, mais c'est vrai que ça a une raison d'être là. C'est pas absurde, ça n'a pas été décidé n'importe comment. C'est parce que voilà, la mère en principe c'est le plus important pour un enfant. Donc ce n'est pas rare chez Disney, mais on a quand même d'un côté un père qui est mort définitivement, et de l'autre côté un père qui est criminel tout court, et genre y a pas de question, hein, le mec est criminel, le mec a cambriolé des trucs, et des trucs importants et graves, etc., etc. Et puis surtout on a la façon de se rencontrer des deux protagonistes principaux, donc Artemis Fowl et Holly, l'une des farfadets des agents farfadets
qui essaye donc de récupérer le même MacGuffin que lui, et elle pense même que c'est lui qui l'a, et qu'il rencontre parce qu'il la kidnappe, et il la kidnappe littéralement en la chassant. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il kidnappe Holly? Il est caché derrière un buisson avec un fusil de sniper, et quand il la voit, il lui tire une fléchette tranquillisante, elle tombe par terre, et il la récupère et il la fout dans une cage chez lui. C'est vrai que c'est pas le début de relation le plus sain que j'ai vu dans un Disney, quoi. C'est effectivement, c'est assez particulier comme façon de se rencontrer. Mais alors c'est là qu'on en vient au ponçage de Disney par rapport à l'histoire d'origine. En principe, Holly et Artemis, d'après tous les gens qui ont lu le bouquin et qui se sont plaints du film, doivent être ennemis pendant la quasi-totalité du premier bouquin et ne décider de s'associer que vers la fin à peu près. Je dois avouer que même si je trouve ça normal et convenablement fait dans le film, notamment parce que je vois pas comment est-ce qu'ils auraient pu mieux répartir ça en fait dans l'histoire. Il y a un moment où il faut qu'ils commencent à s'entendre et à agir ensemble, et il arrive assez tôt, donc voilà, tu peux pas non plus faire traîner le truc et la mésentente pendant trop longtemps. Et je trouvais quand même qu'ils avaient été mollo sur le truc, ils étaient pas trop potes non plus, ils étaient pas trop proches. Je trouve qu'il y a un petit abus à ce niveau-là du côté des fans. Je trouve quand même qu'ils sont ennemis une majeure partie du film. Ils s'entendent cordialement assez vite, mais ça reste une entente cordiale, quoi. Je trouve, pour moi, c'est pas une amitié non plus dès le début. Il y a un truc que je suis pas sûr d'avoir compris d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un truc genre vampire, comme quoi si tu les invites pas à rentrer chez toi, ils peuvent pas rentrer chez toi? Parce que j'ai eu l'impression, dans certaines scènes et dans les dialogues, qu'il y avait une espèce de règle tacite, comme quoi les créatures magiques devaient faire chez Artemis Fowl ce qu'Artemis Fowl voulait. Il y avait une espèce de truc comme ça, et ça expliquerait peut-être du coup plus facilement que lui fasse confiance à Holly plus rapidement, et que du coup il se sépare de certaines de ses protections et de certains trucs pour agir avec elle. Mais ça a pas l'air clair non plus dans le film, j'ai pas l'impression que vraiment cette règle soit là. Ça pourrait être une scène coupée ou un truc dans ce genre là. Voilà, il y a des trucs qui pourraient expliquer quand même le truc, mais je trouve que pour le coup c'est pas non plus ce qui a le plus pâti de la transition entre livre et film Disney. Reste que, n'ayant pas lu le bouquin, je peux pas savoir exactement comment et en quoi, mais il semblerait effectivement que les personnages deviennent potes beaucoup plus proches que dans le bouquin. Pour moi c'est pas un problème du film, quand tu regardes le film ça passe. Mais c'est vrai que je vous avoue, il y a une fois ou deux quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah dis donc tu lui fais confiance bien facilement et bien vite quand même, pour être niqué extrêmement facilement. Donc j'ai du mal à comprendre tout. Mais je suis pas non plus en train de dire ah c'est honteux, ils sont beaucoup trop potes, etc. Il y a quand même une tension entre les deux pendant une bonne partie du film. Ce qui a été vraiment plus édulcoré, c'est par exemple que le père d'Artemis Fowl était censé être mort, définitivement mort, et pas juste kidnappé par un méchant dans le film. Un méchant qui apparemment a été récupéré du deuxième ou du troisième bouquin Artemis Fowl, parce qu'il était pas censé être dans le premier, parce que dans le premier le père est juste censé être mort justement. Et alors je sais pas, ils ont dû changer un bon paquet de trucs à l'histoire, parce que l'espèce d'œuf MacGuffin là il est pas du tout censé être dedans à la base. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans l'histoire ici. Je sais pas sur quoi ils devaient se battre à la base en fait entre Artemis Fowl et le petit peuple. Mais c'est vrai que tu sens que c'est le truc le moins bien intégré à l'histoire. Je vous ai dit, il y a des scènes où il se téléporte d'un endroit à l'autre, tu sais pas trop comment est-ce que ça s'est passé. Et même au niveau par exemple, du background des personnages, le père de Holly a été exécuté, je crois, ou juste banni de la ville, et il est mort ensuite, pour avoir voulu cacher ce truc-là, cet œuf, parce que il considérait que c'était dangereux de l'avoir au grand jour, quoi, de savoir qu'il était en la possession du petit peuple. Et à la fin du film, Holly a rendu tout le sacrifice de son père inutile. Bizarrement foutu en termes d'écriture quand même. Ils ont apparemment, en essayant de foutre cette œuf, retiré beaucoup de choses parce que apparemment le lieu de l'action était beaucoup plus varié. Et c'est pour ça en fait qu'ils se plaignent principalement de la maison de Artemis Fowl qui est trop centrale à l'histoire. C'est parce qu'apparemment l'histoire ne devait pas vraiment se dérouler chez Artemis Fowl, mais plus dans le monde du petit peuple en fait. Mais tout ça, c'est pas trop la question de rendre un truc moins sombre qu'il est censé l'être. Là où tout ça rejoint la question de faire des choses qui sont moins sombres, et que ça édulcore donc l'histoire de Artemis Fowl, c'est que en toute fin de film, Artemis Fowl a cette réplique, il dit « Je suis Artemis Fowl et je suis un génie criminel. I'm a criminal mastermind », il dit à la fin. Et je me souviens d'avoir vu le film, qui s'arrêtait, tu vois, qui passe au générique, et d'avoir fait « Ah bon ?» Parce que honnêtement, dans tout ce film, t'as du mal à voir que ce mec est censé être un génie du crime, qui arrive à déduire des trucs de ouf grâce à son intelligence extraordinaire. Au début du film, on le montre comme un espèce d'asocial complet, un génie absolu qui sait énormément de choses et qui du coup méprise beaucoup de gens, etc.
au final, il fait rien de particulièrement intelligent dans tout ce truc. Je crois qu'il arrive à retourner du coup les règles des Farfadets contre eux, mais j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il a prévu de faire tout ça et en quoi c'était un plan extraordinaire et surtout en quoi c'était un plan criminel. Parce qu'il y a rien de vraiment criminel qui est fait dans le film. Et en fait, c'est ça le truc principal qui a dénoirci l'histoire de Artemis Fowl, c'est que Artemis Fowl est censé être un bad guy en fait. Artemis Fowl est censé être un méchant, il est censé voler des choses, il est censé ne pas avoir vraiment de compassion pour le petit peuple, au début en tout cas. Et c'est pour ça qu'il s'entend mal avec Holly et qu'ensuite ils vont finir par devenir amis difficilement. C'est pour ça aussi que le fait de lui avoir laissé son père est un truc qui est vachement édulcoré parce qu'en principe dans le truc de base il est censé avoir déjà perdu son père et donc du coup il a pas l'excuse d'aller essayer de retrouver son père pour faire ce qu'il fait parce que là du coup il a une excuse pour faire tout ce qu'il fait. On peut dire qu'il est criminel mais il est surtout il a surtout un impératif à remplir qui lui a été imposé par une sorte de terroriste magique. Donne-moi ça sinon ton père crève et c'est le génie du crime, j'ai quand même du mal à le voir, quoi. Et les intentions d'Artemis Fowl sont toujours tout à fait positives. Dans le bouquin d'ailleurs, on est censé le montrer être intelligent parce qu'il découvre le monde des créatures magiques que son père en vérité lui a caché toute sa vie. Là dans le bouquin, c'est l'exact inverse. Là dans le film, c'est l'exact inverse. Il lui en a parlé toute sa vie. Il lui a juste jamais dit que c'était la vérité vraie et qu'il fallait que le mec l'écoute à 100%, quoi. Donc, je dois admettre que si j'apprécie le film et je lui donne pas trop de défauts en tant que tel, juste en tant que film, je comprends complètement les critiques qui ont été faites par les fans de Artemis Fowl et je les valide, vous avez tout à fait raison, ils ont beaucoup trop édulcoré le truc et ils auraient pu faire un film qui allait encore plus loin. Je trouve, cependant, qu'il va assez loin pour un spectateur lambda, pour un visionnage lambda et que pour quelqu'un qui connaît pas du tout Artemis Fowl, ça peut être un bon moyen de découvrir le truc. Et probablement de le découvrir encore de façon plus intéressante et plus en profondeur si vous regardez d'abord le film et ensuite le bouquin. Bien sûr, je vais pas vous forcer à regarder le film, mais je trouve que si vous voulez divertir un enfant pendant quelques temps, si vous voulez vous divertir pendant quelques temps, si vous aimez bien les films pour enfants et tout dans ce genre-là, ça peut toujours être agréable. Hein. Je l'ai bien regardé moi le film et je l'ai apprécié. Je trouve que c'est appréciable. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a clairement des choses qui ont été perdues au niveau de l'adaptation. J'ajouterais en véritable problème, en plus du MacGuffin, pour moi c'est le seul véritable problème, le déplacement du MacGuffin à n'importe quel moment dans l'histoire. Le mec se fait arrêter par l'équivalent du MI6 ou un truc dans ce genre-là, volontairement, en ayant prévu de se faire libérer par Artemis qui le libère en fin de film, pour raconter les histoires du monde du petit peuple et du folklore, etc. irlandais au MI6 et lui dire que c'est vrai, dans l'espoir que le MI6 va leur lâcher les noix. Donc le gamin, le génie criminel, estime que révéler à une entité quelconque au pouvoir, là un pays, qui a tout un tas de ressources et tout un tas de pays, etc., qui sont disponibles quelque part, ça va calmer le jeu. Ça va pas les rendre encore plus curieux, justement, du monde du petit peuple et d'avoir envie d'aller dedans. Bref. Si vous n'avez pas trop envie de réfléchir devant un film, donc si vous aimez Disney, je vous encourage à regarder Artemis Fowl. Pour moi, c'est un divertissement tout à fait valide et prenant et qui fait rien de monstrueusement grave en tant que film, en tant que tel. Je trouve qu'il y a une bonne réalisation de la part de Kenneth Branagh et je trouve qu'il fait des choses qui sont intéressantes au niveau du plan de caméra et au niveau du jeu, de la direction des acteurs. Les acteurs sont d'ailleurs tous plutôt bons, y compris les jeunes pour qui c'est parmi les premiers rôles. Il y a un truc que j'ai pas compris au niveau du casting, qui en plus a créé des tensions également par rapport aux fans. Artemis Fowl a un majordome qui dans le livre est asiatique. Et la communauté asiatique est plutôt mécontente parce que on a retiré donc du coup ce personnage asiatique pour en faire un noir. Mais du coup les noirs ne sont pas très contents parce que c'est un noir qui sert un blanc. Quand même, quoi. Et il a une petite sœur qui vit au même endroit, qui a à peu près l'âge de Artemis, qui est considérée comme une domestique également, c'est-à-dire qu'elle passe le film à apporter de la bouffe au mec. C'est une des rares filles du film, passe son temps à apporter de la bouffe au mec. Bon, il y en a une deuxième qui a des flingues et qui a une agente secrète, mais voilà, quoi, c'est vrai que à quoi ça sert d'avoir ce personnage s'il sert qu'à ça en fait dans l'histoire, tu pouvais complètement le retirer. Surtout qu'ils ont fait du mec, du majordome, un noir, pour en faire le grand frère de cette gamine, qui apparemment, dans le bouquin d'origine, n'est pas du tout lié au truc, donc genre ils ont juste une bonne de 12 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et peut-être qu'elle c'est pas une bonne, peut-être que c'est juste une de ses amies dans le bouquin, je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, mais enfin c'est les échos que j'en ai eu, quoi, c'est un peu bizarre. Et donc dans le bouquin elle était noire, déjà de base. Mais alors ils ont fait un truc qui est bizarre, c'est que le majordome, il est noir, blond, mais genre blond vénitien, quoi, blond blanc, aux yeux bleus. Et depuis le début, tu te dis, on est dans un univers fantasy, peut-être que c'est un hybride, quoi, peut-être que c'est un hybride entre un humain et une créature féerique, et que dalle. Ça n'est jamais abordé dans le film, on n'en parle jamais, on ne laisse jamais d'indices comme quoi est-ce qu'on pourrait dire qu'il vienne... Il y a rien d'expliqué, il est noir, blond aux yeux bleus, et c'est normal. Je sais pas, c'est bizarre, enfin soit il y a un choix bizarre au niveau du look, soit il y a une opportunité manquée, quoi, enfin il y a... Je sais pas, c'est très bizarre. Mais ils jouent plutôt bien, parce que c'était ça le truc sur lequel j'étais au début, les acteurs jouent plutôt bien, et ils sont tous plutôt bons dans leur rôle. L'univers est attirant et intéressant, l'histoire est plutôt sympa. Il y a quelques facilités dans le scénario parce que c'est du Disney. Et puis on a édulcoré pas mal le truc, effectivement. Mais je trouve que ça passe quand même plutôt pas mal. Donc vous savez quoi, si ça vous branche, si vous voyez le trailer passer vite fait et que ça vous branche, regardez-le. Je vous conseille Artemis Fowl. Prenez soin de vous, regardez des films, puisque là pour le coup c'est de la VOD. Ciao!